Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le colonel Assimi Goïta échappe à une tentative d'assassinat. Le président de la transition du Mali a été visé par une attaque au couteau ce mardi 20 juillet. Plusieurs zones d'ombre subsistent autour de cette attaque. Une enquête est en cours. Le gouvernement tanzanien va revoir sa copie concernant les taxes sur les transactions d'argent mobile. Les autorités comptaient sur cette nouvelle taxe baptisée Patriotisme Lévy pour augmenter ses recettes, mais ce nouvel impôt suscite de vives réactions au sein de la population. Et la Côte d'Ivoire va bénéficier d'un financement de 300 millions de dollars de la Société financière internationale pour développer son secteur médical. Le but, faire de ce pays un véritable hub médical en Afrique de l'Ouest. Mais tout d'abord, c'est sa première sortie depuis son installation le 1er juillet en tant que ministre burkinabé de la Sécurité. Maxime Koné s'est rendu à Solane le 19 juillet. Il y a annoncé le déploiement de forces spéciales affectées à la sécurisation du village de Solane. Village qui, rappelons-le, a été le théâtre d'une attaque terroriste les 4 et 5 juin. Une attaque qui a fait officiellement 132 morts. Le gouvernement a donc décidé de renforcer sa présence sur place par le détachement de forces spéciales et par le rétablissement d'un réseau de communication dans les semaines à venir. Le but, permettre aux populations de regagner leurs terres et de vaquer à leurs occupations. Il s'en est fallu de peu. Au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a échappé ce mardi 20 juillet à une tentative d'assassinat. Il a été visé par une attaque au couteau alors qu'il assistait au rite musulman de l'Aïd, aussi appelé Tabaski, à la grande mosquée de Bamako. Le président de la transition en est sorti indemne. Une enquête est en cours. Le point avec Siamlo, Victoria Sechi. Sur cette vidéo amateur, 2 hommes qui tentaient de prendre la fuite après leur forfait sont âprement immobilisés par la sécurité rapprochée du colonel Assimi Goïta. C'était une attaque déjouée de justesse. Au matin du mardi 20 juillet, alors qu'il assistait à l'Aïd ou la fête de la Tabaski à la grande mosquée de Bamako, la capitale, l'actuel président malien de la transition, le colonel Assimi Goïta, y a failli perdre la vie dans une tentative d'assassinat au couteau. L'incident de ce matin ou l'attaque de ce matin a surpris plus d'un parce qu'on pense qu'aujourd'hui l'homme le plus garé de Mali est lui, M. Goïta. Depuis le coup d'État du 10 août, il passe comme l'État le plus entouré par ces hommes et qu'il sera à l'abri de toute attaque. Malheureusement aujourd'hui, ce qu'on rapporte comme étant les faits démentent cela et je pense que c'est une situation qui inquiète plus d'un parce que nous sommes dans un contexte extrêmement instable et qui chaque jour nous rappelle que nous sommes dans une transition qui n'est pas assez stabilisée. Juste après cette attaque déjouée par sa garde rapprochée, le président de la transition, qui s'est présenté sain et sauf, a appelé au calme et à la retenue. Non sans avoir rassuré la communauté internationale et internationale sur la maîtrise de la situation. En dépit de certains témoignages, aucun blessé n'a été signalé officiellement. Une enquête a été ouverte. Non, tout va bien. Vous-même, vous voyez, non, tout va bien, il n'y a pas de souci. Ça fait partie. Quand on est leader, quand on a des gens, il y a toujours des mécontents. Il y a des gens qui, à tout moment, peuvent vouloir tenter des choses pour déstabiliser, que je vais très bien, il n'y a pas eu de problème. Aucun élément n'a été blessé et ça a été maîtrisé. Une fois de plus, c'est toujours demander la cohésion au peuple malien ainsi qu'à nos partenaires. Cette attaque intervient au lendemain de la visite du Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine qui était en mission de 4 jours à Bamako. Une mission au cours de laquelle le gouvernement de transition a confirmé la tenue des élections tant attendues pour fin février 2022 face au climat d'incertitude qui prévalait jusque-là. Une autre garantie donnée par la transition, la fin des restrictions imposées à l'ancien président de la transition Bandao et à son premier ministre Mokhtar Ouane, déchu et mis en résidence surveillée depuis la fin mai 2021. Également dans l'actualité, la proposition de loi dite sur la congolité très controversée crée des remous en République démocratique du Congo.
Le tribunal de paix de Kinkole, dans la banlieue de Kinshasa, a condamné le président de la Ligue des jeunes du parti de l'ex-gouverneur Moïse Katumbi à 2 ans de prison ferme pour propos inappropriés lors de son dernier meeting. Jacqueline Dalla avait appelé à envahir le siège du Parlement si cette proposition de loi était examinée. Une incitation à des manquements envers l'autorité publique pour le procureur. Rappelons que ce texte sur la congolité pourrait exclure, s'il est adopté et promulgué, des candidats comme Moïse Katumbi de la prochaine élection présidentielle qui ne sont pas nés de père et de mère de nationalité congolaise. 6 ans de prison, c'est la sentence prononcée par le tribunal de Casablanca ce lundi 19 juillet à l'encontre du journaliste d'investigation et militant marocain Omar Radi, poursuivi pour une double affaire d'espionnage et de viol. Il était en prison depuis juillet 2020. Le journaliste a toujours nié ces accusations et affirme être poursuivi en raison de ses critiques formulées envers le pouvoir. Les explications de Samantha Sabirou-Saboubanga. La sentence est tombée ce lundi 19 juillet 2021. Au tribunal de Casablanca, le journaliste d'investigation marocain Omar Radi a été condamné à 6 ans de prison pour espionnage et agression sexuelle. Connu pour ses enquêtes sur la corruption, Omar Radi clame toujours son innocence. Il figure parmi les journalistes ayant été visés par le logiciel Pegasus, dont l'affaire visant plusieurs journalistes a éclaté ces derniers jours. Omar Radi est vraiment ce qu'on appelle l'empêcheur d'informer en rond. Le Maroc, depuis maintenant 7-8 ans, il y a eu une reprise en main. C'est une normalisation de la presse. Toutes les voix dissidentes, les voix critiques ont été progressivement étouffées, écartées et beaucoup de journaux suspendus. Et donc cette reprise en main montre bien que le Maroc veut contrôler véritablement le narratif et tout ce qui se dit au plan interne et externe. Début juillet, d'autres journalistes marocains ont également été condamnés, dont certains pour agression sexuelle. Le journaliste Imad Stitou, venu témoigner en faveur de Omar Radi, a été condamné à 1 an de détention. Les observateurs, y compris des organisations féministes, ont dénoncé le rattachement de ces accusations au fait des violences sexuelles, ce qui entache le combat contre ces pratiques. L'habillage de la condamnation est un habillage de droit commun. On ne veut pas évidemment reconnaître la dimension politique de cette affaire et on fait tout pour ne pas pouvoir la gérer ni donner la moindre idée sur le sujet. Donc le condamner et le banaliser comme un cas normal et pas comme un délit d'opinion. D'où ce choix qui a été fait et c'est normal. Le régime marocain a l'arsenal juridique pour pouvoir justifier ce type de position. L'organisation Reporters sans frontières continue pour sa part de décrier une spirale de répression au Maghreb. En Algérie, le journaliste Abdel Saad s'est vu infliger samedi 18 juillet 2021 une peine de 2 ans de prison ferme pour des publications sur Facebook. D'après le classement mondial 2021 sur la liberté de la presse de RSF, le Maroc et l'Algérie occupent respectivement les 136e et 146e rangs sur les 180 pays. En Tanzanie, la nouvelle taxe sur les transactions d'argent mobile adoptée par le Parlement devrait être revue par le gouvernement. En effet, ce nouvel impôt baptisé Patriotisme Lévy fait débat au sein de la population. Les autorités comptaient notamment sur sa rentabilité pour augmenter les recettes nécessaires à l'amélioration des services sanitaires. Les précisions de Corinne Eoné et Ruth Moussi. 4 jours après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi Patriotisme Lévy imposant des taxes sur les transactions d'argent mobile, le gouvernement tanzanien s'apprête à faire volte-face. De nombreuses plaintes ont en effet été émises par les entreprises de télécom et les consommateurs avec la décision de l'État d'imposer un prélèvement sur toutes les transactions d'argent mobile en fonction du montant envoyé et retiré. À titre illustratif, un calcul des frais indique que l'envoi de 1 million shillings à quelqu'un et le retrait de l'argent coûteront un total de 31 000 shillings avec les nouveaux tarifs.
J'exhorte les Tanzaniens à rester calmes pendant que le gouvernement travaille sur la question. Leurs plaintes sont parvenues à la présidente et elle est préoccupée par les cris de la population. Elle a demandé que nous travaillions sur les plaintes. Touché par des crises sanitaires du coronavirus et du choléra, le gouvernement tanzanien est en quête de formules pour augmenter ses recettes de 1254 milliards de shillings pour surtout améliorer les services d'hygiène et de salubrité, ce qui a justifié l'adoption de la loi sur le patriotisme levy le 15 juillet. Cependant, les entreprises offrant ces services d'argent mobile font état d'une chute drastique des recettes en l'espace de quelques jours. Fiscaliser les transactions à travers le mobile réduirait la fluidité de l'économie, empêcherait l'économie d'être résiliente et découragerait certaines transactions. Elle va étouffer les petits épargnants, les petites et moyennes entreprises et le réseau agricole. Les services financiers internationaux doivent être le plus fiscalisés, mais de façon assez soft pour ne pas décourager les investisseurs. Bien que le prélèvement soit désormais juridiquement contraignant avec son adoption par le Parlement, le gouvernement s'est réuni en urgence pour examiner à nouveau la question. Il a affirmé que les experts du ministère des Finances et ceux des technologies de l'information et de la communication travaillent sur les aspects qui peuvent être modifiés. La question sera résolue définitivement, a cependant rassuré le ministre des Finances. Le gouvernement ivoirien accompagne les investissements dans le secteur de la santé. Un accord de financement de 300 millions de dollars a été signé le 16 juillet entre les autorités ivoiriennes et la Société financière internationale. Les fonds seront affectés au développement des centres de santé publics du pays, un sujet de Mildred Diamou. 300 millions de dollars pour faire de la Côte d'Ivoire un véritable hub médical en Afrique de l'Ouest. Les fonds provenant de la Société financière internationale soutiendront le développement du secteur médical du pays. L'accord a été signé par le gouvernement ivoirien et l'organisation du groupe de la Banque mondiale le 16 juillet 2021. Notre objectif est de faire en sorte que le secteur privé grandisse et grandisse très vite. L'un des axes forts du projet de société que nous avons est de faire en sorte que les Ivoiriens qui ont entrepris, qui ont créé des cliniques, aient la possibilité de passer de cliniques en centres hospitaliers, en hôpitaux sous-régionaux, pour que la Côte d'Ivoire devienne une destination de tourisme hospitalier, un hub médical. Décaissé dans le cadre du programme pour l'accès aux équipements médicaux en Afrique, ce financement servira à accompagner les acteurs privés du secteur médical ivoirien, notamment les petites et moyennes entreprises exerçant dans le domaine de la santé. Les fonds permettront également aux cliniques d'obtenir leurs équipements à bas coût et avec un accès plus facile aux pièces de rechange. Le président de la République ivoirien, tout son gouvernement ont bien vu de mettre ces moyens à la disponibilité du secteur privé. Maintenant, il faut un suivi, il faut un bon casting de ceux du secteur privé qui effectivement peuvent contribuer à améliorer le plateau technique du secteur santé ivoirien. Il ne faut pas qu'il y ait de complaisance parce que la difficulté que nous avons en Afrique, le plus souvent, il y a des bonnes intentions, il y a de l'argent, beaucoup d'argent dépensé et après, il n'y a pas de résultats. Mais je pense que le gouvernement ivoirien prendra des dispositions nécessaires pour que les acteurs sélectionnés soient suivis et effectivement contribuer à l'amélioration du secteur santé ivoirien et par là faire de la Côte d'Ivoire un hub médical en Afrique. Notons que cet accord s'inscrit dans le cadre du programme de développement du secteur public de la santé mis en œuvre par le gouvernement ivoirien. En 2019, les autorités avaient annoncé la mobilisation de 3 milliards de dollars pour des investissements dans le domaine de la santé sur la période 2020-2024. Leur performance n'était pas à la hauteur des espérances. Les équipes rwandaises de volley-ball de plage n'ont pas su remporter le trophée du Tour du monde de la discipline qu'elles recevaient à domicile. La compétition s'est tenue du 14 au 18 juillet à Rubavu. Retour sur ce tournoi dans ce reportage de notre correspondant au Rwanda, Fratenda Keisenga. Ce sont les équipes américaines qui ont remporté le Tour du monde du beach volleyball qui se déroulait dans la ville de Rubavu à l'ouest du Rwanda. Dans la catégorie masculine, le duo Schalk et Brunner l'ont remporté sur leurs compatriotes américains, tandis que dans la catégorie féminine, l'équipe américaine a gagné de 3-7 à 0 contre l'Allemagne.
Comme vous le savez, ce tournoi devait avoir lieu en 2020, mais à cause de la situation de crise sanitaire, il a été reporté pour cette année. Après vérification, il a été décidé que le Rwanda était en mesure d'accueillir la compétition malgré la pandémie à Covid-19. Nous l'avons mené à bien en imposant des mesures très strictes pour protéger les participants. Comme vous devez le savoir, le Rwanda tient à organiser ce genre d'événement pour sa visibilité, le développement du sport en général, et c'est une source de revenus. Les équipes qui avaient représenté le Rwanda dans cette compétition à 2 étoiles n'ont pas pu s'imposer face aux adversaires. C'est l'équipe féminine qui est allée loin jusqu'au 8e de finale, perdant contre le duo ukrainien. Pour la ministre rwandaise des Sports, cela va servir de leçon. Ce que nous avons remarqué, c'est que nous n'avons pas assez de joueurs dans cette discipline et que nous ne nous sommes pas bien préparés pour cette compétition. Mais nous nous sommes dit que, comme toutes les conditions sont favorables, nous allons commencer à entraîner des jeunes et j'espère que dans les jours à venir, les équipes rwandaises sauront faire le poids. C'est la 2e fois que la ville de Rubavu accueille les tournois du volleyball sur le sable. Contrairement à la version précédente de 2019, la compétition de cette année était à 2 étoiles. Elle a vu la participation de 42 équipes masculines et 33 équipes féminines, toutes venant de 32 pays des 5 continents. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.